Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Alain Carignon, candidat à la mairie de Grenoble, ancien maire de la ville, ancien ministre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Grenoble est sans doute l'une des grandes villes de France les plus convoitées pour les municipales de l'an prochain. Après le bon score des Verts aux européennes, quel sort les électeurs réserveront-ils au maire sortant, l'écologiste Éric Piolle? D'autant que la capitale des Alpes est aussi un objectif affiché de la République en marche. Pour l'instant, les camps comptent leurs troupes et peaufinent leurs alliances. Il n'y en a qu'un qui mène campagne depuis longtemps, peut-être au risque de s'épuiser. C'est notre invité, Alain Carignon. Pas trop épuisé en campagne depuis 1 an et demi? Je ne suis pas en campagne, je suis en dialogue avec les Grenoblois pour élaborer un projet qui devienne le projet de tous. Parce qu'une ville se construit avec tous les citoyens qui veulent bien y contribuer. Alors on va parler programme et propositions dans un second temps. J'aimerais d'abord qu'on s'intéresse à la stratégie de campagne, la politique, le plan de reconquête. Je le dis, ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes sur le terrain, avec un groupe de la société civile, sans parti derrière vous, sans grandes associations, sans grandes personnalités connues. Une centaine de personnalités sont déjà affichées dans le collectif de la société civile pour l'alternance. Mais ce n'est pas leur faire au fond ce que dire qu'elles n'ont pas de notoriété publique. Bon, vous ne connaissez pas Maître Bernard Boulou, vous ne connaissez pas un magistrat, ancien président du tribunal administratif, vous ne connaissez pas tel architecte, tel représentant d'un club de foot, d'une association, etc. Au contraire, il y a un formidable mouvement qui est en train de naître, qui se construit et qui se construit d'une façon positive. Notre objectif, ce n'est pas de critiquer tel ou tel, c'est de construire un projet pour Grenoble. Et nous l'avons annoncé dès le départ, au-delà et sans les partis politiques. Parce qu'une ville ne doit pas appartenir à un parti politique. Et c'est pour ça que nous avons décidé depuis très longtemps de le construire, ce projet, ainsi. Jadis, vous vous êtes présenté quand même avec des étiquettes politiques, donc, et notamment à des municipales. C'est donc le nouveau paysage politique, peut-être, qui impose ça. Je vous rappelle qu'aux élections municipales, lorsque j'étais maire, nous avions une liste de très grande et de très large ouverture, y compris avec un groupe de la Nouvelle Gauche qui participait à la majorité municipale, parce que une ville ne se gère pas par un parti politique. On voit bien les effets que l'organisation d'Éric Piolle a produit sur l'organisation de Grenoble avec des partis extrémistes qui appliquent leurs dogmes sans tenir compte de la vie des populations, en appliquant des doctrines sans jamais prendre en compte la réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut mettre fin. Et les Grenoblois aspirent à ce qu'on mette fin à cela, de façon à ce qu'à nouveau, ils redeviennent acteurs et décideurs de leur avenir. En réalité, ce qu'il faut, c'est rendre le pouvoir aux Grenoblois, le pouvoir de décider pour les grandes options et les grandes orientations à prendre. Entendu, mais on sait que, et en particulier depuis l'explosion de l'échiquier politique, les alliances qu'on appelle pudiquement le rassemblement sont indispensables. Qui est-ce que vous pouvez rassembler autour de vous? Mais nous rassemblons les Grenoblois. Vous avez, au fond, le collectif de la société civile qui appelle tous les Grenoblois qui veulent le changement et qui veulent une autre orientation pour la ville, qu'elle soit à nouveau requalifiée, qu'elle soit à nouveau sûre, qu'elle soit à nouveau attractive, qu'elle soit à nouveau positive, facile à vivre, à l'intérieur, attractive à l'extérieur. Tout cela se retrouve dans le collectif de la société civile. Et puis vous avez, et c'est tout à fait respectable, la liste La République en marche du président de la République, qui, elle, est dans une autre démarche, puisque c'est une commission nationale d'investiture à Paris qui va décider de qui sera ou qui serait éventuellement le maire de Grenoble. C'est vraiment l'ancien monde, le plus complet, puisque ce ne sont pas les Grenoblois qui vont décider de savoir qui sera le bon candidat pour ce parti, mais le pouvoir national. C'est, à mon avis... Vous avez choisi de ne pas demander l'investiture à LR. Et vous avez une troisième option qui est celle du maire sortant, Éric Piolle, qui est en train de courir après les fractions de la gauche et de l'extrême gauche pour voir comment, dans la difficulté dans laquelle il est, comment il peut les coaliser éventuellement autour de lui, alors que ces différentes chapelles ne sont d'accord sur rien. Yannick Jadot, par exemple, a porté un discours libéral sur le plan de l'économie. Il a dit qu'il était favorable au commerce. Yannick Jadot a dit qu'il était pour la libre entreprise. Il a dit qu'il était pour l'innovation. À Grenoble, nous avons vraiment l'extrême de cette tendance politique qui n'est
aucunement d'accord sur ce point. Donc on ne peut pas rassembler, le maire sortant tente de rassembler, de coaliser cela, alors que nous sommes vraiment dans une démarche en direct avec les citoyens. Oui, mais le risque, c'est que vous passiez pour être seul. Vous me répétez que vous ne solliciterez pas l'investiture des Républicains. Mais nous l'avons annoncé depuis très longtemps. On a du mal à comprendre, pardon, parce que vous êtes toujours le délégué de la première circonscription. Parce que je ne change pas d'engagement. Je suis gaulliste depuis mon jeune âge et je le demeure. Mais nous avons annoncé, et c'est le contrat que j'ai avec toutes les personnes qui s'engagent dans le collectif de la société civile, c'est de leur dire, tenons éloignés les partis politiques de Grenoble, ne leur donnons pas la main mise sur la ville de façon à ce que nous soyons libres de nos décisions, libres de notre projet, libres de la composition de notre liste, et nous serons les seuls dans ce cas. Et aujourd'hui, quand vous voyez à Grenoble ce que nous rassemblons, ceux avec lesquels nous parlons, je pense que nous sommes loin d'être seuls. Donc vous avez l'assurance que les Républicains ne présenteront pas de liste en plus de la vôtre. Ce n'est pas notre sujet. Je crois que les partis doivent se déterminer comme ils le veulent, mais les Grenoblois, eux, doivent se prononcer en toute liberté. Alors, puisqu'on parle de rassemblement, vous avez entendu parler aussi de ce vaste rassemblement qui est en train de se négocier, le fameux ni Piolle ni Carignon, avec un rassemblement qui pourrait aller de certains sociaux-libéraux à des républicains sociaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais entendu un Grenoblois qui m'ait parlé de ça. Alors vous avez entendu quand même l'argument du ni Piolle ni Carignon. Il faut rassembler tout le monde entre Piolle et Carignon. Non, mais le rassemblement, il est dans le collectif de la société civile. Il est dans les Grenoblois qui s'engagent pour une véritable alternance de la ville, pour un projet qui soit à la fois disruptif, parce qu'il faut évidemment rompre avec les politiques suivies jusque-là, et qui soit aussi positif. De toute façon, c'est pour cela qu'on a avancé déjà des propositions très importantes sur les mobilités et les déplacements. C'est pour ça qu'on va en avancer encore beaucoup sur la transition écologique et l'écologie, de façon à ce que Grenoble redevienne pionnière, redevienne première. On sait, tout le monde le constate, on a reculé dans tous les classements, sur tous les sujets. Il faut que Grenoble reparte de l'avant et nous avons des propositions très concrètes. Alors, on va venir aux propositions. Encore un peu de stratégie politique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au deuxième tour, vous ralliez avec une autre liste présente au premier tour? Ou est-ce que vous nous dites aujourd'hui, ma liste du premier tour sera celle du second tour si je suis en capacité de me maintenir? Pardon, mais vous êtes dans les stratégies. Pas vous? Pas du tout. Vous qui avez fait autant de campagnes? Non, mais nous sommes vraiment dans le contrat. Vous y avez réfléchi? Nous sommes dans la construction avec nous réfléchissons à l'avenir de Grenoble, à ce qu'on peut construire avec les Grenoblois, tous les Grenoblois, quel que soit leur vote national, quelle que soit leur orientation nationale. On peut être de l'extrême gauche à tous les mouvements politiques, on peut avoir voté à tel moment, à tel endroit. Il faut pouvoir répondre à un projet des Grenoblois pour les Grenoblois. Alors aujourd'hui, votre stratégie de campagne, on le constate, des communiqués chocs, des phrases chocs contre les actions d'Éric Piolle. Vous avez d'ailleurs commencé à l'instant. Des réunions thématiques, on va y revenir. Et puis une forte présence dans les quartiers sud. On dit que vous voulez faire revenir aux urnes l'électorat populaire qui gonfle l'abstention. C'est ça la stratégie? C'est étrange que vous traduisiez tout en politique politicienne. Quelle est la situation de Grenoble ? Par exemple, sur un domaine qui est celui de l'insécurité, du logement, de la ghettoisation. Une situation catastrophique, l'insécurité. Nous sommes les premiers pour 1000 habitants pour les agressions violentes et nous sommes les premiers pour les vols à la tire, pour 1000 habitants. Logement, nous sommes les premiers pour la baisse de la valeur des biens. Ghetto, nous étions à l'Assemblée générale de quartier du village olympique avant-hier. Et c'était la catastrophe pour tous les habitants qui ont dit vous êtes en train, vous avez totalement ghettoisé, appauvri notre quartier. C'est ces arguments-là que vous allez porter auprès des habitants des quartiers sud. Mais ce n'est pas un argument, c'est un fait. Je vous cite des faits, des éléments factuels. Ce sont des éléments qui appartiennent à tous. Donc il faut redresser cette situation. Insécurité, nous avons une panoplie de mesures. Logement, et ça concerne surtout les quartiers sud, nous en avons également une autre. Et ghettoisation, une autre. En gros, nous voulons faire un tiers de HLM,
un tiers de copropriété et un tiers d'activité. Ce tiers d'activité, comme personne ne veut aller dans ces quartiers, ce sera l'installation des services municipaux dans ces quartiers. C'est le fameux Big Bang que vous appelez de vos voeux. Ce sera un tiers. Et on commencera par la mairie, par les services municipaux, par le maire lui-même, de façon à ce que la requalification et la reconquête des quartiers se voient immédiatement. Il faut que des employés aillent travailler dans ces quartiers pour avoir besoin d'un restaurant, d'un service, d'un marchand de journaux, etc., pour rétablir dans ces quartiers l'équilibre qui a été rompu. Ensuite, il faut créer des critères sur les attributions de logement, des critères de tranquillité publique, de façon à ce qu'on cesse la ghettoisation. Et enfin, il faut évidemment avoir des mesures sociales, d'accompagnement, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation populaire et de l'éducation permanente. Il faut avoir un plan considérable et évidemment une politique de lutte contre la délinquance qui soit ordonnée et organisée, qui passe par les caméras, par voilà le PC. Le plan. Allez, on va revenir sur tout ça. Par le PC 24 heures sur 24, etc. On va revenir sur tout ça. Mais du coup, il faut être précis. Vous me dites, il y a un Big Bang et on va réinstaller dans les quartiers, pour faire simple, les services publics. Est-ce que vous avez chiffré cette mesure? Parce que relocaliser l'hôtel de ville dans les quartiers sud, la Société des Eaux, si je crois, GEG, comment est-ce qu'on fait? Dans quel bâtiment est-ce qu'on les met? Combien ça coûte? L'idée peut être séduisante, mais concrètement, comment ça se met en place? Concrètement, c'est une recette, puisqu'évidemment, tout ce que nous libérons, nous le vendons. Ce qui veut dire... Donc on vend l'hôtel de ville. Ce qui veut dire que nous avons entre 100 et 200 millions de recettes suivant les résultats des appels d'offres. Et ensuite, on s'installe dans les appartements, de façon à réduire la part de HLM dans les quartiers. Au village olympique, par exemple, c'est 85%. Et les habitants qui habitent dans ces appartements, on en fait quoi? Il y a un turnover. Au village olympique, c'est 85% de HLM, avec des attributions de logement irresponsables. Donc on crée la paupérisation et la ghettoisation. Si à ce moment-là, vous avez un tiers de copropriétaires, c'est-à-dire on vend les HLM rénovés, pas les HLM qui ne l'ont pas été, aux occupants, on installe des services municipaux et évidemment on rénove la part de HLM, le tiers de HLM qui reste, on recrée un équilibre, un rééquilibrage du quartier qui modifie totalement la donne. En fait, nous allons inventer une nouvelle politique de la ville. Parce que jusque-là, on s'est occupé des façades, nous allons nous occuper de ce qu'il y a derrière les façades. Si je comprends bien, donc, les logements que vous enlevez à Village Olympique, vous les mettez dans l'hôtel de ville? On ne s'est jamais occupé de derrière la façade. J'entends bien. Je crois vraiment que c'est cette politique de la ville et ce système de l'ANRU, qui en réalité c'est que de la rénovation, il faut vraiment qu'on le transforme complètement. Grenoble, aussi dans le domaine de la politique de la ville, doit devenir pionnière. Et elle peut l'être. On ne peut pas laisser la dégradation se poursuivre ainsi. On ne peut pas laisser... Nous avons 5 quartiers en dessous du seuil de pauvreté. 5 quartiers. Donc, nous avons Villeneuve qui est dans les 10 quartiers les plus en difficulté de France. Nous avons un taux de chômage qui est de 5% supérieur à la moyenne départementale à Grenoble. Je comprends bien l'argument du constat, hein, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est les propositions et les propositions chiffrées. Le bilan d'Éric Piolle, puisque vous en parlez, rien ne trouve grâce à vos yeux. Les budgets participatifs, l'espace urbain qui a été mieux partagé, le volontarisme affiché contre la pollution atmosphérique, tout ça, vous n'en tenez pas compte dans le bilan Non, mais nous partageons tous les mêmes objectifs, à savoir une ville apaisée qui soit exemplaire dans le domaine de la transition écologique. Et ça, il n'a pas réussi? Il a échoué. Il a échoué par ses résultats. C'est plus 15% de pollution sur les grands boulevards et probablement autant ou plus de pollution encore sur le boulevard Gambetta. Il a échoué sur les résultats, il a échoué dans la méthode, car il a voulu imposer des méthodes sur chacun des sujets, sur chacun des modes de déplacement. Il a imposé des dictates qui correspondaient à sa vision des choses, sans prendre en compte que l'espace urbain devait être organisé et que tous les modes de déplacement devaient être respectés, que la cohabitation des modes de déplacement devait être organisée. Il a donc abouti à l'échec, échec économique, puisqu'évidemment, pardonnez-moi, il faut quand même le dire, des centaines d'emplois supprimés dans le commerce et les services, des centaines de salariés qui ont disparu, et un plan social sans aide sociale qui a été celui d'Éric Piolle pour tout le centre-ville. C'est cela, à la fois le résultat et dans la méthode, il a échoué. Nous allons, nous
Et nous avons déjà fait des propositions au débat de Citélec qui s'est déroulé récemment sur les mobilités. Nous avons fait des propositions très innovantes pour modifier les choses. Oui, alors moi je vois effectivement dans la liste du collectif qui vous accompagne concernant les déplacements, privilégier les modes doux à l'intérieur de la ville, le covoiturage, la continuité des pistes cyclables, la priorité aux piétons. Pardon, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, non? C'est ce que Éric Piolle fait aujourd'hui avec la métropole. On ne vous a peut-être pas tout fourni, et je le regrette. C'est de notre faute, évidemment. Mais nous avons surtout fait la proposition qu'on puisse à nouveau pénétrer dans Grenoble, puisque l'agglomération est asphyxiée. Elle est devenue la 5e de France. Vous l'avez annoncé, les médias l'ont annoncé récemment, pour la perte de temps dans les embouteillages. 143 heures dans les encombrements en 2018 pour un automobiliste. Ce qui veut dire qu'on a gagné 5 places, gagné entre guillemets 5 places depuis que M. Piolle est maire. Nous étions 10e. Nous sommes passés 5e de France, et c'est une catastrophe, évidemment, pour le temps perdu, mais c'est une catastrophe pour la pollution, évidemment. C'est une augmentation considérable de pollution. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse à nouveau pénétrer dans l'agglomération. Nous avons donc proposé un monorail à propulsion solaire et électrique qui parte du péage de Vorep et qui aille jusqu'à Crolles, avec des grands parkings de dissuasion, parking nouvelle mode, c'est-à-dire des malls avec des services, des commerces, mais pas uniquement du coworking, des salles de réunion, etc. Et qu'on puisse être transporté entre ces 2 points d'entrée de l'agglomération et qu'on puisse entrer dans Grenoble au passage, c'est-à-dire un monorail qui desservirait évidemment la Presqu'île, l'Esplanade, Grenoble, le CHU, le Grésivaudan, jusqu'à Crolles. Écoutez, nous avons été l'initiateur du tramway. Nous avons fait le référendum qui a permis aux Grenoblois de choisir le mode de développement tramway. Aujourd'hui, il faut passer à l'après-tramway. Dans les programmes d'Éric Piolle et de M. Mongaburu, je crois que vous aviez comme invité, il n'y a rien jusqu'en 2030. En un mandat, on aura fait moins d'1 kilomètre de tramway. C'est la paralysie complète derrière les mots, derrière le verbiage, derrière l'habillage de com'. Et donc, il nous faut changer de braquet. Il faut que Grenoble devienne à nouveau accessible. Combien coûte ce monorail? Écoutez, c'est 3 fois moins du kilomètre que le tramway. Mais il va falloir trouver des modes de financement. C'est pour les raisons pour lesquelles je ne veux pas tellement entrer dans le détail technique, mais c'est la raison pour laquelle, vous savez, je propose qu'on supprime le département dans la métropole, comme l'a fait le Grand Lyon, de façon à ce qu'on crée le Grand Grenoble, avec des moyens financiers évidemment nouveaux, puisque nous n'aurons plus l'échelon du département. La région parisienne a trouvé la modalité d'augmenter le versement transport. Je n'entre pas dans les détails. Il y a des investisseurs, parce que les modes de fonctionnement du monorail, comme il n'y a pas de personnel, ils fonctionnent 24 heures sur 24, c'est-à-dire que jour et nuit, on peut être transporté, y compris l'organisation des marchandises pour pouvoir livrer les commerçants dans Grenoble, dans des conditions écologiques qui soient correctes. Il y a donc, dans tous ces domaines-là, on a vraiment eu une municipalité, pardonnez-moi de le dire, médiocre. Il faut recréer un avenir qui soit à la dimension de notre métropole. Vous évoquiez Yann Mongaburu, le président du SMTC, qui confirme quand même le câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. Oui, bon. Vous le mettez ailleurs, le câble d'ailleurs. Non, mais bon, parlons pas. Tout ça, on sait bien que ça n'existe pas. Non, enfin bon. Vous ne parlez pas d'un câble, vous, entre l'Esplanade, le Rabot et le CHU? Pour le câble, le câble, c'est effectivement est-ouest, c'est-à-dire un téléphérique qui part de l'Esplanade. L'Esplanade, pour nous, c'est un pôle multimodal secondaire qui permet d'entrer dans Grenoble, de choisir le tramway, le téléphérique, la trottinette, le gyropode, peu importe, le scooter électrique, ou le tram, ou la voiture d'autopartage, qui permet d'entrer dans Grenoble. C'est un pôle secondaire par rapport au grand pôle que nous voulons faire à Vorep. Et puis, le téléphérique qui part de l'Esplanade, qui va au Rabot, parce qu'on a un grand projet sur la Bastille, et puis qui va au CHU. On doit pouvoir du CHU à midi monter à la Bastille, etc. Il faut recréer de l'Est-Ouest, de façon simple, intra-agglomération, par le mode téléphérique. Et le téléphérique, pour moi, c'est aussi le tourisme, c'est-à-dire le téléphérisme vers le Vercors. Il nous faut absolument qu'on puisse avoir, et là aussi, si vous parlez d'argent, ça peut très bien être une concession. On peut très bien faire un téléphérique Grenoble-Le Vercors. Certains, on est en train d'y étudier, évoquent le téléphérique qui partirait d'Alpexpo, Uriage, Champs-Rousse,
Il a été évalué, d'ailleurs, 80 millions d'euros, j'ai le chiffre en tête. Et donc là aussi, il peut y avoir des investisseurs privés. Il faut que Grenoble se réattribue les montagnes, refasse le lien, redevienne la capitale des Alpes. Mais on a, je crois que la ville jumelle de Grenoble, c'est Innsbruck, à 900 000 ou 1 million de passagers de téléphérique. Nous avons 260 000 avec ce seul téléphérique de la Bastille. Et aujourd'hui, les touristes... Alain Carignan, il faut me laisser poser 2-3 questions quand même, sinon on n'avancera pas. Non, mais attendez. Et aujourd'hui, monsieur, les touristes qui montent à la Bastille montent sur un dépotoir. Alors, le projet de la Bastille, c'est quoi alors, la Bastille? Non, mais après, nous présenterons, nous sommes en train de travailler... Donc, il y a un projet sur la Bastille. Avec un groupe d'architectes, effectivement, ils nous présenteront prochainement un projet global. C'est pas naturel, n'est pas normal qu'une montagne dans la ville, un atout aussi considérable, soit autant négligé. C'est un projet touristique essentiellement? Et pas seulement, écologique aussi. On a évoqué les transports doux. La place de la voiture, vous l'évoquez pas naturellement. Je suis obligé de vous relancer dessus parce que je lis parmi les propositions le fait de relancer la 51 vers Sisteron, le fait de remettre à l'étude le tunnel nord-sud. Et vous avez deux plans. Vous avez tout ce qui est l'accès à l'agglomération. Et je vous l'ai dit, tout ceci... Comment on rentre dans l'agglomération? Comment on rentre de façon écologique et de façon rapide, moderne. Et puis ensuite, il y a tout le transit. Les voitures qu'on ne veut pas voir dans Grenoble, qu'on ne veut pas voir sur nos contournements, qui n'ont rien à y faire, parce qu'elles polluent, elles embouteillent. Celui qui va de Genève à Valence, celui qui va de Lyon à Aix-en-Provence, on n'a pas besoin. Alors ça, c'est la stratégie des tunnels qui sera à réétudier. Ça ne peut être que les tunnels, parce que, de façon, évidemment, par des systèmes de concession, de façon à ce que l'automobile paye l'automobile. Mais ce sont des projets qui seront regardés d'une façon avec l'Europe, parce que ça a des conséquences considérables entre le nord-sud. Donc c'est le retour du tunnel sous la Bastille ou du tunnel sous le Vercors. Tous ces projets-là seront regardés pour éliminer le transit. Notre problème, c'est qu'il faut qu'on puisse arriver dans Grenoble, on puisse sortir de Grenoble sans être perturbé par le transit. La sécurité, vous plaidez pour, vous nous l'avez dit à l'instant, un renforcement de la vidéoprotection, la police municipale, armée, présente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il y a déjà une centaine d'agents municipaux à la police municipale. Non, aujourd'hui, le problème de l'agglomération, comme je vous l'ai dit, comme elle est malheureusement la première de France en matière d'insécurité, selon le classement du ministère de l'Intérieur, c'est que même les policiers ne veulent pas venir, comme l'a dit récemment un syndicaliste. C'est-à-dire qu'on peut même créer des postes sans qu'ils soient pourvus, tellement la situation est grave. Donc il faut vraiment une articulation avec une très forte police municipale, mais il faut surtout que le maire, qui est, à mon avis, le premier acteur sur la sécurité, cesse de loger les délinquants dans les HLM. Il faut que, quand quelqu'un a été condamné pour trafic de drogue, il soit expulsé du logement HLM. On ne peut pas profiter d'un logement social pour faire du trafic. Mais est-ce que c'est du ressort du maire, ça, pardon? Bien sûr, c'est le maire, il est président de l'office HLM. C'est lui qui loge. Aujourd'hui, si les quartiers sont ghettoisés, c'est parce que le président de l'office HLM, M. Piolle, décide de les ghettoiser. Et c'est là le vrai problème. Quand on voit l'évolution, la municipalité, d'ailleurs les habitants du village olympique le lui ont dit vertement il y a 2 jours, vous êtes responsable de la ghettoisation de la ville. Et donc responsable de l'insécurité, parce qu'il en est le créateur. Il faut donc que nous luttions sur tous les angles. Nous avons proposé depuis 2 ou 3 ans, et d'ailleurs le maire a indiqué qu'il y réfléchissait à quelques mois des élections, d'assermenter tous les employés et les gardiens des HLM, de façon à ce qu'ils puissent dresser procès-verbal, mais pas seulement, peut-être les cadres, sur la base du volontariat. Il faut que, quand il y a une grosse cylindrée devant un immeuble HLM, il faut que ce soit signalé aux services fiscaux, de façon à ce qu'il y ait des enquêtes sur les revenus. Il nous faut lutter contre le phénomène sous tous ses angles et sous tous ses aspects. Mais là, on retrouve ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, le fait que dans ces quartiers, nous installions des bureaux, que des personnes viennent travailler, c'est déjà une forme de rééquilibrage très importante pour modifier la donne. Vous évoquez la politique de logement et de logements sociaux en particulier. Grenoble doit rester au niveau où elle est aujourd'hui en pourcentage de logements sociaux, où il y a trop de logements sociaux à Grenoble? La métro conduit une politique de bétonisation et de densification qui est en train de semer la révolte dans toutes les communes,
pas seulement à Grenoble. Je regarde Échirolles, Saint-Égrève, partout, les gens s'offusquent. Sous prétexte de servir les transports en commun, on supprime le soleil et la vue sur les montagnes. Il ne faut plus construire de logements. On supprime le soleil et la vue sur les montagnes à des centaines et des centaines d'habitants. Aujourd'hui, les transports en commun ne sont pas au service de la population, c'est la population qui est au service des transports en commun. On a totalement inversé la thèse et on la déroule d'une façon inconsidérée. Grenoble, nous stopperons le projet Flaubert de 2000 logements, dont 1000 HLM. Est-ce que le sud de la ville de Grenoble, dans l'état dans lequel il est, a besoin d'un millier de HLM de plus, de 2000 logements supplémentaires et d'une densification sans aucun parc urbain supplémentaire? Je rappelle que nous sommes tombés à 12 mètres carrés d'espace vert par habitant contre 48 mètres carrés à la moyenne des grandes villes. On a toujours été assez faible, même quand vous avez été maire. J'ai créé 20 hectares de parcs nouveaux, 5 hectares et demi le parc Pompidou, 5 hectares de plus à Bachelard, et les petits parcs et jardins de l'Évêché, de la place Lavalette, de la rue d'Enfer Rochereau, une dizaine d'hectares de plus. C'est depuis 25 ans que Grenoble... Pourquoi? Dans le dernier mandat de Michel Destot, 6 000 logements de plus, pratiquement sans parc supplémentaire. Dans le mandat actuel, les milliers de logements supplémentaires, sans parc supplémentaire. Pour répondre concrètement à ma question... Mais je suis concret ou pas? Non, mais ma question c'était, est-ce qu'on construit encore des logements sociaux? Vous me dites non, il y en a déjà suffisamment. Non, ce n'est pas les logements sociaux ou pas sociaux. Nous faisons un moratoire de la bétonisation, un moratoire, de façon à analyser la situation de la ville, écoles, de combien d'écoles a-t-on vraiment besoin? Parce que je rappelle que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Esplanade où on construit 1000 logements, dont 500 sociaux, on nous explique qu'on va construire une passerelle sur l'Isère pour aller à l'école qui vient d'être construite en face, sauf que la passerelle, elle n'est pas programmée, elle n'est pas financée. Donc, on met le béton avant les écoles, avant les équipements sportifs, avant les équipements de loisirs et avant les espaces verts. Faisons un état des lieux et regardons l'ensemble. Donc, d'abord, un moratoire de la bétonisation dont Grenoble a besoin et dont toute l'agglomération a besoin. C'est la raison pour laquelle nous demanderons en arrivant la révision du plan local d'urbanisme. Nous le mettrons en révision immédiatement pour ce sujet de la bétonisation. Il n'est pas encore... Il sera voté à la fin de l'année. Voté à la fin de l'année. Voilà. Et donc en mars prochain... Remis en question des mois en mars prochain, oui, pour mettre fin à la bétonisation de l'agglomération, pas seulement pour Grenoble, mais pour toutes les communes, parce que ce qui est en train de se produire, c'est vraiment une situation qui va détruire la qualité de la vie des habitants de la métropole. La propreté à Grenoble, alors j'ai vu dans le programme le fait de déployer un plan d'entretien, de renforcer les brigades anti-tag. Bon, c'est pas très innovant. Écoutez, ce qui serait innovant, c'est que la ville soit propre. Et nous allons innover. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'une municipalité qui explique quel est le phare de l'humanité et qu'elle prépare 2050 et qu'elle sait exactement ce qui va se passer en 2050, mais qu'elle ne soit pas capable, après 5 ans de mandat, de ramasser les poubelles et les encombrants qui traînent dans les rues de Grenoble, ça montre qu'elle a tout de même une certaine incapacité, pour ne pas dire plus. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, j'ai vu qu'il y avait la création, vous proposiez la création d'une unité de protection de l'environnement, une unité assermentée là aussi. Oui, bien sûr, parce qu'il faudra... En même temps que ce plan de revalorisation et de requalification, de propreté, d'embellissement dont la ville a besoin d'une façon urgente pour être au niveau. On a décroché, vous le savez, par rapport à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Strasbourg. Grenoble a décroché sur tous les plans. Donc il faut, avec tous les aspects, y compris, et bien sûr d'abord les aspects environnementaux, mettre des moyens de contrôle, des moyens de répression, de façon à ce que la ville redevienne à niveau. Mais pour que ces moyens soient mis en œuvre, encore faut-il que la collectivité remplisse ses missions. Or, elle ne les remplit pas, avec une augmentation de la taxe des ordures ménagères qui est considérable, avec les impôts les plus lourds de France. Nous sommes les premiers pour l'impôt des villes de plus de 100 000 habitants. Nous sommes les premiers pour le taux de taxe foncière sur les propriétaires qui sont mangés par les deux bouts. Ils ont la valeur de leurs biens qui s'effondre et ils ont la taxe foncière la plus élevée. Avec tous ces moyens qu'ils ont donnés à la ville, on est incapable
elle est incapable aujourd'hui d'assurer les services de base. Alors précisément, vous parlez des finances, évoquons les finances publiques. Sauver Grenoble de la ruine, c'est une de vos promesses. Comment est-ce qu'on fait quand on voit le niveau d'endettement de la ville? Vous le dites, la fiscalité est au maximum. Comment est-ce qu'on fait pour dégager des marges de manœuvre? C'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est en réalité... Depuis 25 ans, on n'a fait aucune réforme de structure. On est resté à éléments constants. La Chambre régionale des comptes vient d'indiquer que Grenoble comptait plus de salariés en 2016 qu'elle n'en comptait en 2011 avant les transferts à la métro. Mais où sont-ils, ces salariés? C'est quoi votre réponse? Où sont-ils? Mais je pense qu'ils sont au sommet de la hiérarchie. On a rempli le haut de la pyramide et que les services de base ont été dépouillés. Parce que c'est impossible qu'on en soit là. Donc il faut réorganiser, dégraisser. Non, il faut restructurer, revoir les missions, et puis évidemment, avec la métro, puisqu'on a transféré les services, regarder leur fonctionnement. Et ensuite, la restructuration, elle passe par ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Si vous libérez un bâtiment comme Haute-Grenoble, etc., ou les Grenoble Habitat, qui sont tous installés dans des très beaux quartiers de la ville, ce sont des ressources nouvelles que vous pouvez apporter au budget municipal, Alpexpo, qui peut être lui aussi, dont le foncier peut être vendu, de façon à faire des recettes qui nous permettent d'assurer la sécurité, d'assurer la propreté, d'assurer l'embellissement, sans augmenter les impôts. Et je vais être très clair, en mars prochain, en mars 2020, si ce n'est pas le collectif de la société civile qui est élu. Alain Carignon. Non, parce que c'est un vrai collectif, avec énormément de citoyens qui se sont engagés et de très grande qualité, et des groupes de travail vraiment formidables et des gens qui sont dévoués à leur ville. Non. Mais si ce n'est pas ce collectif, je vous dis que, obligatoirement, ceux qui succéderaient à Éric Piolle, ou lui-même, seraient contraints d'augmenter les impôts parce qu'ils ne peuvent pas faire ces réformes de structure que nous voulons. Et donc Grenoble serait dans une situation vraiment intolérable pour les habitants, qu'étant déjà en tête des impôts locaux, ils crèveraient tous les plafonds. Vous savez que le Big Bang, quand on le promet, c'est toujours séduisant sur le papier. Et puis au final, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, on a toujours un peu peur des modifications, de l'inconnu. Vous craignez pas que l'électeur soit séduit par ce Big Bang, mais aussi effrayé au dernier moment? Vous savez, moi, je ne crains pas la vérité. Vous savez, je suis en conformité. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, je suis en totale conformité avec moi-même. Je ne veux pas tricher avec les Grenoblois. Je leur dis, vous n'avez pas le temps de lire le rapport de la Chambre régionale des comptes, mais si vous le lisez, vous voyez que la ville est au taquet. Éric Piolle a même reporté des annuités d'emprunt après les élections auxquelles ses successeurs vont devoir faire face. S'il n'y a pas de réforme de structure, Grenoble sera en immense difficulté et elle deviendra une métropole de seconde zone, comme elle est en train de quitter beaucoup de critères et de classements. Et donc il faut que les Grenoblois comprennent bien que l'enjeu de 2020 sera pour eux considérable. Ce sera ou le choix de l'avenir pour eux-mêmes et leur famille et pour leur ville, ou bien le choix d'une ville qui deviendra Saint-Étienne ou Amiens. Alors vous évoquez la métropole, on le sait, hein, l'enjeu des prochaines municipales, c'est bien sûr les communes, mais c'est aussi, et peut-être surtout, la métropole et la majorité métropolitaine. Est-ce que d'abord la ville-centre doit avoir la présidence de la métropole, selon vous? En tout cas, je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que, comme vous le dites, l'enjeu, il est total. On vous entend assez peu d'ailleurs critiquer le bilan de la métropole. Autant vous critiquez beaucoup. C'est le même. Il est commun. Il est aussi négatif que l'un que l'autre. Il n'y a pas de véritable cap à la métropole. Il n'y a pas de véritable chef. La métropole est absente. Elle a disparu des radars. C'est dommage pour la population et c'est dommage pour elle-même. Notre territoire aurait besoin, la seule grande décision, si j'ai bien compris, c'est de construire des bureaux, un siège pour 86 millions d'euros, c'est-à-dire le coût du stade des Alpes, c'est la grande décision. Et en plein boulevard Jampin, au lieu d'avoir au contraire utilisé le besoin de bureaux pour investir le sud et les quartiers, pour s'installer, pour rééquilibrer, pour répartir. Nous stopperons également ce projet pharaonique
de Christophe Ferrari et de la majorité. Vous êtes pour mutualiser d'ailleurs hôtel de ville et hôtel métropolitain. On va mutualiser, c'est-à-dire que comme on fera disparaître l'hôtel de ville, on demandera que le conseil municipal de Grenoble, moyennant finance, puisse se réunir dans la salle des délibérations qui a coûté très cher de la métro et qui sert très peu. Je veux dire, il faut restructurer, réorganiser, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés, de façon à créer des économies d'échelle. Un mot de l'attractivité et de l'économie, attirer de nouvelles entreprises, maintenir celles qui sont déjà présentes sur notre métropole, c'est un enjeu important. Pour moi, aujourd'hui, la recherche, l'industrie, l'université sont menacées à terme par la perte d'attractivité de l'agglomération. Vraiment, on a l'impression, quand on voit les taux de chômage, quand on voit 5 points de plus, la croissance. 5 points de plus de taux de chômage que la moyenne départementale. 18% de pauvres à Grenoble contre 11% à la moyenne départementale. C'est une véritable paupérisation. Vous l'avez dit. C'est souvent le cas des villes métropoles. Non, pas du tout. Vous avez la carte de création d'emplois dans l'avenir. Grenoble a disparu de cette carte sur tous les critères chaque fois. Malheureusement, nous disparaissons. Ce n'est pas de la faute de Grenoble, c'est de la faute de ceux qui la dirigent. Et donc, il faut remettre cela dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce domaine. Prenez un exemple très concret. Nous avons des start-up, nous avons sur l'intelligence artificielle, nous avons des atouts considérables, des domaines considérables. Vous voyez que tout n'est pas négatif. Mais au lieu d'utiliser ces forces pour en faire la force d'attractivité de Grenoble, on ne les utilise pas. Demain, le déplacement, il devrait être là-dessus. On devrait pouvoir dire, quand je suis à l'endroit A, je veux aller à l'endroit B, je tape et on me dit, vous avez à quelques mètres de vous l'arrêt du tram, l'arrêt de bus, la trottinette, le vélo, l'autopartage, uniquement dans un seul instrument. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz pour pouvoir se déplacer. Et on devrait vous dire en même temps, d'ailleurs, quelle est l'empreinte carbone de chacun de vos déplacements pour qu'on puisse choisir en toute connaissance de cause, en tenant compte de l'environnement, de la météo du moment. On peut prendre un vélo à un moment où il ne pleut pas et puis un autre moyen de transport. Il suffirait d'une application. C'est ça le moyen de transport. Donc les start-up, ne nous perdons pas. Les start-up, vous évoquez le tissu de start-up. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé ce tissu pour qu'il y ait une synergie entre ce que nous voulons faire dans tous les domaines, je cite le domaine des déplacements, mais il y en a beaucoup d'autres, et les atouts de recherche et d'innovation que nous avons. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce qu'on a une municipalité, en réalité, qui est anti-recherche et anti-innovation. Bon, un programme qui va arriver en novembre, si je comprends bien, c'est le calendrier que vous vous êtes fixé. Dans quelques jours, un projet Bastille qui sera présenté. Projet à la fois touristique, mais pas uniquement touristique, on a bien compris. Vous voyez bien revenir maire de Grenoble? Vous savez, j'ai 70 ans, je crois qu'on le répète assez. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais je vous le dis. C'est un avantage, c'est un inconvénient. Vous avez peur qu'on vous attaque là-dessus? C'est un inconvénient et un avantage. Avec l'expérience que j'ai et la crise dans laquelle est Grenoble, la ville a besoin d'expérience et de courage. Parce qu'il va falloir aller vite pour changer d'image, pour lui redonner cette attractivité dont elle a besoin, pour qu'elle redevienne pionnière. Il faut donc des hommes, et l'équipe du collectif de la société civile, je vous en ai cité quelques-uns, les comprend, des femmes engagées dans la ville, qui aient vraiment la passion de la ville pour la faire repartir. Mais repartir avec tous les Grenoblois, quelle que soit leur origine et quel que soit leur sentiment politique. Et avec tout le monde. Grenoble, dans tous ces projets que j'ai, aura besoin de l'attention d'Emmanuel Macron, le président de la République. Elle aura besoin du soutien du gouvernement d'Édouard Philippe. Elle aura besoin de Laurent Wauquiez, le président de la région qui sera toujours là. Elle aura besoin du président du département, Jean-Pierre travailler avec tout le monde, quelle que soit sa couleur politique. Elle aura besoin des parlementaires LREM qui sont à Grenoble et qui seront toujours là après les élections municipales. Nous allons construire ce projet avec l'appui de tous ceux qui voudront bien nous l'apporter, parce que c'est comme cela que j'ai travaillé quand j'étais maire. Le synchrotron, c'est avec le président de la République, François Mitterrand. Le nouveau musée de peinture, c'est avec Jacques Lang. On est capable de travailler avec les autres. On est capable d'avoir des collaborations sur des projets. Et je crois même que l'absence de projet aujourd'hui
c'est ce qui a tué les collaborations et les synergies dont Grenoble a besoin. Donc j'entends bien, vous avez une grande envie de Grenoble. Si vous ne gagnez pas, est-ce que vous siégerez au conseil municipal? On n'en est pas là. Moi, je me pose la question. Je me dis, si finalement, il ne gagne pas, est-ce qu'il aura l'énergie de siéger? Moi, vous savez, ce que je voudrais, ce que je veux, ce que je souhaite de tout cœur, et avec ma passion et ma conviction, et je suis en accord complet avec entre ce que je pense et ce que je dis, c'est que ce soit Grenoble qui gagne. Merci Alain Carignon d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour le bonus du Récap Info avec Alain Carignon et la semaine prochaine avec un nouvel invité.